c'est vous l'avenir, c'est vous le présent. Donc, nous allons aujourd'hui discuter du Congo, de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? C'est à nous et à personne d'autre. Mais avant tout cela, vous connaissez l'état dans lequel se trouve notre pays. On tue tous les jours. Nos frères, nos sœurs meurent. Ils n'ont rien fait. Ils ne connaissent pas pourquoi on le tue. Et c'est pour cela, pour tous ceux qui nous ont quittés, seulement parce qu'ils sont congolais, ils sont nés au Congo, pays riche, et que les autres ont voulu les éliminer. Tous ceux qui sont répertoriés dans les rapports mapping, tous ceux qui continuent aujourd'hui de mourir au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, au Tanganyika, au Ouélé, Bas Ouélé, et aujourd'hui à Kwamut, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. La façon de ne pas les oublier, c'est de faire ce que nous faisons. C'est de faire en sorte que le Congo ne soit plus la risée du monde. De faire en sorte que le Congo mérite sa place. Sa place, comme le disait Lumumba, notre héros national, le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Et c'est pour cela que vous avez ce manifeste que je vais vous présenter. Ce manifeste est la traduction de la vision de décider, de la mission que les partis s'est assignée, des valeurs chrétiennes, des valeurs universelles que SID défend, et de son projet de société intitulé « Investir dans les citoyens pour développer la RDC », ainsi que de ses piliers. C'est aussi le résultat des discussions, des rencontres, des propositions retenues des Congolaises et des Congolais partout à travers le pays. Parce que c'était pas pour nous de s'installer dans un bureau climatisé et de commencer à écrire, d'imaginer ce que nous voulons proposer aux Congolais. Et c'est pour cela que nous sommes allés à l'encontre des Congolaises et des Congolais pour peaufiner ces manifestes. Merci. Et cela mérite d'abord de rappeler ces concepts. Quelle est la vision de l'ESID? Quelle est la mission que l'ESID s'est assignée? Quelles sont les valeurs que l'ESID défend? Quels sont les piliers, ces piliers, les piliers de son programme? Vision très simple. Nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Les héritiers de Lumumba, pour honorer Lumumba, honorer Kasavubu, honorer Kimbangu, honorer Kimpavita, nous sommes obligés de bâtir ce Congo libre, digne, fort et prospère. Quelle est la mission que nous nous assignons? Nous voulons servir le peuple congolais par l'exercice du pouvoir d'État, répondre à ses aspirations, à la paix et au développement intégral et faire jouer au Congo les rôles qui lui revient du moteur du développement de l'Afrique. C'est ça la mission. Notre mission, ce n'est pas aller voler l'argent de l'État, s'enrichir. Ce n'est pas chercher le pouvoir pour le pouvoir, mais c'est pour le peuple congolais. C'est pour vous, jeunes, vos enfants qui vont naître. C'est pour ceux qui sont déjà vieux qui sont ici. Et quelles sont les valeurs?
Nous devons avoir les valeurs en partage. Si l'on n'a pas de valeurs, si on ne partage pas les mêmes valeurs, à quoi sert d'être dans un pays? À quoi sert d'être citoyen d'un pays? Et nous, ce pays, nous sommes des croyants, nous sommes à majorité croyants, à majorité chrétiens, et nous connaissons les valeurs universelles. Nous connaissons l'amour, la première valeur du chrétien. Et c'est pour cela que Décider vous propose ces 13 valeurs, en commençant par l'amour, la liberté, la justice, le travail, l'égalité, le civisme, la solidarité, l'intégrité. J'insiste sur l'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire pour votre pays. Si vous pensez que vous allez vous transformer en voleur pour piller les ressources du pays, vous ne ferez rien. Parce que vous devez vous dire que vous n'êtes qu'un passager. Tous, nous sommes là pour un temps limité. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Personne d'autre. Donc l'intégrité, si nous avons cette valeur d'intégrité, on va se dire, je prends ce qui m'est dû et je laisse à la société ce qui est à la société, et vous verrez qu'on construirait les routes, les hôpitaux, les écoles, et les pays se porteraient très bien. Autre valeur, la compétence. Vous êtes étudiant, vous comprenez ce que ça veut dire. La responsabilité. Quelle est l'essence de responsabilité de chacun de nous? J'insiste sur certaines valeurs. Vous n'êtes pas là comme un numéro. Vous êtes là, vous avez un rôle à jouer dans la société. Et pour remplir correctement ces rôles, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez le matin, vous revenez le soir, vous regardez faire. On tue à l'est de la République. Nos frères et sœurs ne dorment pas, ils dorment à la belle étoile. Ils ne dorment pas dans leur toit. Et vous restez comme ça. Vous ne faites rien. On vole, on pille, on vole l'argent de l'État. Et vous restez comme ça, sans rien dire. Quelle est votre responsabilité? La discipline. J'ai toujours dit, quand quelqu'un n'est pas discipliné, il ne peut rien faire. Si vous ne savez pas vous diriger dans la vie, dire que je dois faire ceci, à telle heure je dois faire autre chose, et après, et ainsi de suite. Si je fais le sport, je dois faire le sport. Tous les grands sportifs, vous le connaissez, ceux qui n'ont pas été disciplinés, même avec beaucoup de talent, n'ont pas réussi. Ronaldinho, je ne sais pas si après Pelé et Maradona, il y a un autre joueur qui a eu des talents naturels donnés par Dieu comme Ronaldinho. Mais malheureusement, il n'était pas discipliné. Donc la discipline, chers étudiants, c'est un facteur clé pour la réussite. Votre réussite et la réussite de notre pays. La diversité. Le masque Soukou que le roi a amené ici. Vous voyez la valeur de ces masques? Vous voyez la valeur? Est-ce que vous n'êtes pas fiers que vos ancêtres aient produit une telle œuvre? Toutes ces œuvres qui ont été volées, je pèse de mes mots, volées par des colons. Pourquoi ils les ont volées? Nous devons réaffirmer cette identité culturelle. Et nous allons promouvoir, nous allons mettre en œuvre un programme national de sauvetage du patrimoine culturel, dont la mission sera de récupérer, de protéger, de préserver, de faire connaître les importantes collections d'art, d'artefacts, d'objets de musée, d'éléments architecturaux, des documents, des films, des photographies, d'enregistrements vidéo et sonores du passé congolais. Là, nous sommes des artistes.
Il y a un ami, un grand avocat ivoirien qui me disait, si vous voulez voir un pays riche, il faut regarder ces pays-là dans l'art, la musique, les mathématiques. Et nous avons ça. Nous avons des musiciens. Regardez ici, chers amis, vous qui suivez la musique à l'international. Qui sont les groupes de jeunes qui règnent aujourd'hui en France? Qui? Ce sont nos jeunes. À chaque fois que vous entendez un autre dire que non, il vient du Congo, de la RDC. Ce n'est pas une richesse, mais ce sont des ambassadeurs. Mais ces gens... Donc, un député est payé 700 $, pendant que plus de 70% n'ont pas $2 par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est le clientélisme. On doit arrêter le clientélisme. On doit arrêter le népotisme. Nous devons trouver des ressources de l'État. Il y a un ministre qui était ici, ministre de la Justice, je crois, Loussolo Bambi. Lui, il disait, chaque année qui passe, il y a plus de 15 milliards de $, qui sortent des caisses de l'État, des trésors publics, pardon. Au lieu d'aller dans les trésors, mais ils trouvent d'autres voies. Donc tout cet argent-là, que les gens se mettent plein les poches, tout l'argent qu'on donne à des clients politiques, c'est anormal. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente, ces montants? Donc les députés vont dépenser tout l'argent en surplus qui pouvait être utilisé pour organiser les élections dans ces pays. Cela veut dire qu'on n'a même pas besoin de demander de l'argent aux étrangers pour nous aider. On n'a pas besoin de crier qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Si on rationalise, les gens doivent être bien payés. Tout le monde qui travaille doit être bien payé. Tout le monde. Même l'huissier de la fonction publique. Comment quelqu'un qui a, lui, fait des études énormes, médecin, de médecine, va toucher 700 $. Et quelqu'un qu'on a appelé à dernière minute, il dit, Kingandi Yaka, dit, comment, allez, ce monsieur-là, vous lui donnez ou cette dame-là 21 000 par mois et encore 21 000 c'est le minimum. Il y a des gens qui me demandent est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vous a donné les chiffres? Moi j'ai donné les chiffres. Les chiffres sont là. Et je demande à M. Mbosso de donner ces chiffres. Ok? Et c'est là, vous, la jeunesse. C'est là. Et vous êtes là passif. Vous restez comme ça. Vous parlez. Vous parlez. Mais, chers amis, c'est votre avenir. Les gens croient s'amuser avec l'argent de l'État. Mais nous allons tout faire pour rationaliser, faire des économies là, on doit faire des économies, redistribuer l'argent à toutes les couches. Parce que cet argent-là, si vous distribuez ça normalement, ça va booster l'économie. Parce que les gens vont dépenser chacun. Les gens vont envoyer des enfants à l'école. Les gens, on va créer des bonnes écoles. On va avoir des hôpitaux pour soigner les gens. Donc, c'est très important et nous allons terminer par les réformes institutionnelles. Les réformes institutionnelles, nous voulons, pas maintenant, pas l'élection qui vient, mais après, rétablir l'article 71, l'ancien article 71 de la Constitution, parce que la démocratie doit être la bonne démocratie, élection présidentielle à 2 tours. Et nous allons aussi régler ces problèmes de nationalité. Ces problèmes de la nationalité congolaise ne peut être détenu concurremment avec aucune autre. Article 10 de la Constitution, c'est ça? Nous avons des enfants, nous avons des frères, des sœurs, nous avons des Congolaises, Congolais qui étudient à l'étranger, qui étudient ailleurs, qui ont des bons diplômes.
le problème, ils ne peuvent pas venir ici parce qu'il y a ces problèmes. Il y a des Congolais ici qui ont la possibilité d'avoir d'autres nationalités. Mais on bloque. On bloque pourquoi? Moi je sais pourquoi on bloque. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Goma, j'ai sillonné dans le Nord Kivu pour régler cette question. Et Dieu merci, avec mes frères et sœurs, nous avons dit non, on va ouvrir. On va ouvrir, mais la nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec les 9 pays limitrophes. Donc vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Congolais de Brazza à la fois, ou être Congolais de Kinshasa et être, comment dire, donc vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Rwandais. Non. Et j'ai compris que c'est ça qui bloquait les gens. Donc, on peut ouvrir, mais rester ici sans avoir la nationalité des pays limitrophes ou non, que les gens de ces pays-là ne puissent avoir notre nationalité. Il faut le bloquer. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà, chers amis, nous allons examiner certaines choses. Voilà, vous revoyez. Non, non, revenez s'il vous plaît. Revenez. Revenez dans les maps là. Oui, non, non, là, oui. Non, dans les maps de tous les 17, vas-y, 17. Voilà, next. Voilà, c'est bon. Voilà les manifestes des Kisangani, où on vous a dit réaffirmation de l'identité culturelle congolaise, la citoyenneté, famille, genre et personnes vivant avec handicap, jeunesse engagée pour le développement, élite congolaise, diaspora congolaise, coopération régionale et internationale et coexistence pacifique comme des défis majeurs et comme priorité éducation de qualité, formation professionnelle et recherche scientifique, agriculture et lutte contre la misère alimentaire, accès à l'eau potable et à l'électricité aux soins de santé de qualité, infrastructure, désenclavement et connectivité intégrale du pays, entrepreneuriat, développement du secteur productif, écologie, développement durable et salubrité. Et comme moyen de financement, réforme institutionnelle, nous allons élargir l'espace budgétaire et nous allons revoir certains articles de la Constitution et faire des réformes constitutionnelles, et tout ça avec un préalable. Le préalable, c'est l'état des droits, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et puis la gouvernance intègre. Voilà, chers frères et sœurs, les manifestes des Kisangani pour que demain nous soyons libres, pour que demain nous soyons dignes et pour que demain nous vivons dans un pays prospère. Merci. Journaliste. Oui, j'ai lu les manifestes, mais moi j'ai aussi être dans l'actualité parce que nous devons connaître l'alternative. Il y a un problème qui préoccupe les Congolais aujourd'hui. Moi-même, pour venir ici, c'était vraiment un casse-tête. J'ai marché à pied. Donc on commence à faire les sports tous les jours. Donc les Congolais aujourd'hui n'ont que le sang pour ce qu'il est. Alors par rapport à la situation actuelle, si Martin Fayulu était président, comment compte-t-il résoudre les problèmes des carburants en RDC? Parce que ça c'était ma petite question. Merci. Les étudiants en France, selon l'opinion de l'intérêt, c'est très important. Vous ignorez, vous, ce que touche un député français. Moi je l'ai suivi. Il a donné des chiffres. Et qu'aujourd'hui, l'occasion vous est donnée d'éclairer parce que l'opinion dit que vous avez menti, vous avez dit qu'il a menti au Zimbabwe. J'avais au moins 5 questions pour aller. Dans une économie normale, les choses se font normalement. S'il y a pénurie, une pénurie peut arriver
Mais là, ici, nous avons un problème entre les pétroliers, donc les sociétés pétrolières, et l'État congolais. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix réel pour vendre le pays et les produits, pardon, pour que cette compagnie-là puisse s'approvisionner normalement, puisse renouveler leur stock. C'est un problème de gestion, c'est un problème de gestion, un problème évidemment de leadership, parce que les gouvernements ne savent pas mettre l'argent là où il faut mettre l'argent. Si on ne faisait pas du gaspillage, je crois qu'on pourrait avoir l'approvisionnement régulier des produits, on n'aurait pas eu ces problèmes. Il faut qu'on dise aux pétroliers comment vous fixez vos prix, qu'ils se mettent d'accord. Je crois qu'ils sont d'accord sur ça. Et si l'État va subventionner, il faut que l'État dise clairement. Et l'État subventionne. Mais on ne peut pas demander aux pétroliers d'importer la marchandise qui coûte aujourd'hui, admettons, 2 $ ou 1 $, et ils vendent, ils ont 1 $. Mais pour acheter demain, ils doivent acheter 1,50 $. Ils vont acheter comment? C'est un problème de gestion. Deuxième préoccupation sur Méndé, cher ami, je crois que je vous ai dit que M. Mbosso nous donne des chiffres. Les émoluments d'un député, ces chiffres à combien? 1. 2. Ce qu'ils appellent primes diverses, à combien? 3. L'élément qu'ils ont ajouté, réserve parlementaire, c'est combien? 1,3. On paie de plus loin, on n'a pas demandé de nous donner les jetons de présence quand les députés assistent à des réunions parlementaires ou à des réunions de commissions parlementaires. On n'a pas demandé autre chose, mais qu'on nous donne ces 3 rubriques. Les députés français, vous avez vu, les Français vous ont répondu? Les Français vous ont répondu? Un député français touche en net 5 700 € à peu près. J'arrondis, si 8 000 on prend des taxes et ça, il ne touche pas 21 000, mais les 21 000 dont les députés congolais touchent, c'est en net, c'est l'argent qu'il met dans sa poche. Que même me disent, Lissanga est député, était député, moi-même j'étais député. Ok? Quand j'étais député, on m'avait dit à l'époque, vous touchez combien? Je suis passé sur la LTV, je disais qu'on touchait à peu près 10 000 $. Mais les amis ont dit, ah non, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, mais est-ce que c'est un secret? Les députés touchent ça. Mais il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Je suis aujourd'hui ancien député. Je suis ancien député, oui ou non? Oui. Les députés ont ce qu'on appelle la sécurité. Il faut dire, il faut être vrai. Ils ont ce qu'on appelle la sécurité sociale des parlementaires. Les 50 ans, tu touches ça? Ah, mais il faut pas les toucher. Il y a la sécurité sociale des parlementaires. Je ne touchais pas avant. Je dois le dire. Mais on m'a dit à l'Assemblée nationale, quelqu'un dit, mais que les anciens députés viennent toucher, il faut remplir les papiers. J'ai rempli les papiers, et puis chaque mois, normalement, quand ils payent, les anciens parlementaires qui ont cotisé, ils ont 2 000 $. Est-ce qu'il faut que j'étais ça? Mais moi, les 2 000 $ que je prends, je donne ça au parti. Est-ce que vous avez compris? Le secrétaire général qui est là, il peut vous témoigner. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut, si vous avez des avantages, ce que nous demandons aujourd'hui, qu'on nous dise, comme dans une société, j'ai travaillé à Mobilo ici, il y avait voici rémunération, il y avait une procédure, rémunération et avantages des membres et des comités de direction. Qu'on nous dise, émolument, dans primes diverses, dans réserve parlementaire et encore, c'est ça la fraude. Je peux comprendre les émoluments, je peux comprendre les primes diverses parce qu'on dit, voilà, il y a ça, c'est ça. Mais les montants, est-ce que les montants qui sont là? Mais la réserve parlementaire, c'est quoi? La France, parce que M. Méndé parle de la France.
La France qui avait en son temps ce qu'on appelait les réserves parlementaires, ils ont éliminé cette rubrique. La réserve parlementaire, c'était quoi en France? Ils ont mis 8 000 € par mois pour chaque député. Mais les députés ne prennent pas cet argent, c'est un crédit qui est là. Et ce crédit, si tu as des travaux à faire dans ta circonscription, si tu as des travaux à faire dans ta circonscription, et que tu veux financer une collectivité ou une ONG, donc tu enclenches les mécanismes et l'Assemblée paye. Mais ça ne va pas dans la caisse de l'État. Il faut dire la main d'aller revoir ses cours. Merci, Président. J'ai dormi, je rêvais déjà pour les poser les questions et puis je puisse le sauter. Et raison, ce n'est pas en train de dormir, mais je vous pose directement. Monsieur Fayou, j'étais en train de lire ma constitution dans l'article 8 et j'ai vu ces garanties pour l'opposition. Alors, vous écoutant parler tous, vous parlez de la résistance. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je viendrai dans cette conférence pour poser ma question à M. Fayou. Si vous êtes de la résistance, êtes-vous contre la Constitution que vous allez respecter quand vous serez notre président de la République? Et si vous êtes opposant, pourquoi n'êtes pas vous? Pourquoi vous n'êtes pas plutôt, c'est le lapsus, être le porte-parole de l'opposition? Telle est ma question. Les droits liés à son existence, alors, je disais l'article 8, les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente constitution et la loi. Mais malheureusement, ce n'est pas appliqué dans ces pays. Quand nous faisons des manifestations, on nous dénie le droit de faire des manifestations. Mais votre question, c'est par rapport à l'opposition à la résistance. Quand nous disons résistant, pour moi, je ne suis pas opposé à M. Félix Tshisekedi, je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi. L'opposant à M. Macron, c'est M. Mélenchon. Ils ont été au Marine Le Pen, ils ont été à l'élection présidentielle. M. Macron a gagné, ou au niveau du Kenya, pour prendre un exemple africain, Ruto a gagné et Raila Odinga a perdu, et opposant. Mais est-ce que Félix Tshisekedi a gagné? Non. Alors comment être opposant? Pas d'accord avec la fabrication des résultats. On n'a jamais été d'accord. Okay? Il est là de fait. Il est là, mais nous luttons pour récupérer les pouvoirs du peuple. Merci.